Bon, on va faire avec ça. Excuse, je ne sais pas quel est le problème. Bien, donc on avait parlé de 150 ans de sionisme à Gaza. La dernière fois, on avait commencé à parler de la communauté de Gaza au cours de l'histoire et on s'était surtout intéressé au 19e siècle où la communauté se reconstruit, se développe et qu'on veut acheter des terrains pour construire Rishon LeZion. On avait même vu Dizengoff, Meir Dizengoff, le maire de Tel Aviv, venir dans la région de Gaza pour acheter les terrains entre Gaza et la mer pour faire un nouveau Tel Aviv à côté de Gaza. Et on avait fini notre histoire en 1929, au pogrom de 1929, où plusieurs communautés sont détruites. En tout cas, c'est pas que les communautés sont détruites, la communauté de Hebron est détruite, mais les Anglais décident dans un premier temps, d'évacuer les Juifs pour les mettre en sécurité, et après ne leur permettent plus de revenir. Et c'est comme ça que disparaît la communauté de Hebron et la communauté de Gaza, qui ne se reprendra que dans l'État d'Israël. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La communauté de Gaza, les Juifs à Gaza, à partir déjà dans le mouvement sioniste. Donc, je parle d'après le pogrom de 1929 où on avait fini notre histoire la dernière fois. Pardon, je suis dans la mauvaise direction. Michel. Voilà. Alors, pour commencer notre histoire, il faut commencer par une carte que vous ne voyez pas. Ah, elle est arrivée. La carte est arrivée. Alors, si vous regardez la carte de gauche, malheureusement, avec la qualité, on ne peut pas voir grand-chose. Mais si vous pouvez avoir, vous verrez que c'est la carte des Moshavot, donc des villages agricoles, que le mouvement sioniste, déjà avant, puisque je rappelle que les villages agricoles, ça commence en 1882 avec Rishon LeZion, avec Zichron Yaakov, et que Herzl n'a pas encore créé le mouvement sioniste. Il s'agit des Chobebet Sion, les amants de Sion, des Juifs qui reviennent au pays pour faire de l'agriculture. Et si on regarde la carte de ces Moshavot, si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des Moshavot dans ce qui est aujourd'hui dans le de la Jordanie et dans ce qui est aujourd'hui la Syrie. Donc, ce qui manque sur cette carte, il y a aussi le Moshava qui se trouve ici au Liban, au sud du Liban. Donc, quand on s'installe pour faire des Moshavot, ben, on revient dans l'Eretz Israël biblique. Et vous voyez à droite la carte d'Eretz Israël biblique comme elle est vue par David Ben Gurion, pardon, pas Ben Gurion, c'est pas encore lui, par le mouvement sioniste, par Chaim Weizmann, aux accords de San Remo, quand après la Première Guerre mondiale, les Alliés se décident de se partager le butin, l'Empire turc entre les Français et les Anglais, et que aux accords de San Remo, ils vont faire les différents mandats, le mandat britannique sur l'Irak et la Palestine, le mandat français sur le Liban et la Syrie. Alors, la carte que les Juifs proposent pour être la Palestine mandataire, vous la voyez à droite. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'est l'État d'Israël aujourd'hui. D'abord, la frontière sud, elle, non seulement elle englobe, là, vous voyez Rafiah, là où je suis maintenant avec la souris, mais elle va jusqu'à El Arish, jusqu'à la frontière internationale qui a été fixée en 1906 entre les Anglais et les Turcs. C'est une ligne droite qui relie El Arish à Aqaba et Eilat. Donc ça, c'est la frontière internationale en 1906 entre les Anglais qui géraient l'Égypte et la Turquie. Si vous regardez la carte vers le nord, vous verrez que ça arrive jusqu'à Sidon au Liban, que Tyr, la ville de Tyr, elle est entièrement en Israël, la ville de Sidon, elle est sur la frontière, et que le Golan aujourd'hui, le Golan d'aujourd'hui est dans les frontières, et bien beaucoup plus, c'est encore la totalité du Golan, puisqu'il faut se rappeler que le Golan, qui est aux mains d'Israël, qui a été libéré en 1967 et une deuxième fois en 1973, il n'y a qu'un tiers du Golan qui est israélien. 2 tiers sont restés syriens. Alors, pour le mentionniste, le Sud-Liban, le Golan ici, et tout le Gilad, donc ce qui va devenir plus tard, par décision unilatérale des Anglais, tout ça, c'est Israël biblique, et ça, c'est là qu'on veut s'installer dans le plan du mentionnisme. Donc, vous comprenez très bien que dans ce plan-là, ben, la région de Gaza fait partie intégrante du pays d'Israël, comme Tel Aviv, comme Zichron Yaakov, comme Haïfa, il n'y a aucune différence. Et donc, le mouvement sioniste va vouloir s'installer aussi dans la région de Gaza. Alors, il faut se rappeler qu'en 1937, les Anglais envoient en Palestine mandataire une commission qui s'appelle la commission Peel,
et qui va faire un rapport. Voilà, les Anglais veulent partir. Comment partager le pays entre Juifs et Arabes? Et la proposition de cette commission Peel, elle est catastrophique pour Israël. Elle ne laisse que 17% de la surface du pays pour Israël. C'est à peu près de Rishon LeZion, c'est l'extrême sud, jusqu'à Akko et la Galilée. Mais tout le Negev est la partie arabe, toute la Judée-Samarie, c'est l'État arabe. Donc c'est juste la bande côtière et un petit peu de la Galilée qui est prévue d'après la commission Peel. Les Juifs acceptent ce plan, les Arabes le récusent. Si ce plan avait été accepté, on aurait eu un tout petit pays, mais d'un autre côté, on aurait eu dans la Shoah un endroit où les Juifs auraient pu venir se mettre à l'abri. Excuse, j'arrête un instant le partage parce qu'il n'avance pas, je vais le refaire. Le diaporama ne bouge pas. OK. Donc là, on voit, pardon, on est maintenant donc en Israël de 1943. Donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est pendant la Shoah, et on est après la commission Peel. Donc en 1937, il y a eu une proposition des Anglais de partager le pays. Ça a été refusé par les Arabes, et donc ce plan est caduc, mais les chefs du Yishuv, les chefs du mouvement sioniste se rendent compte que on va aller vers une certaine proposition de partage entre Juifs et Arabes, et on veut le Negev. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'on va vouloir s'installer dans le Negev parce qu'on a compris une chose, c'est que s'il n'y a pas de Juifs, c'est sûr que ça ne fera pas partie de l'État d'Israël. Et donc, on va essayer de s'installer dans le Negev. Et comme on n'a pas le droit, les Anglais ne permettent pas de construire des villages, on va construire 3 fermes-écoles. Vous les voyez sur la carte, Beth Eshel à la sortie de Beersheba, Revivim et Gvulot. 3 fermes-écoles qui, soi-disant, pour étudier les possibilités de s'installer dans le Negev, mais ce sont des villages entièrement à tout point de vue. Le but, c'est de s'installer. À gauche, vous voyez la jardinière d'enfants avec les enfants dans un des mitzvim. Donc, on parle de 1943. Et on a de nouveau un petit problème parce que les cartes ne passent pas. Euh, ah, si, c'est passé quand même. Bien. Donc, on était en 1943, 3 premiers villages dans le Negev. En 1946, la Shoah est finie. Et maintenant, on comprend qu'on va aller vers l'État d'Israël. Et comme le mouvement sioniste veut le Negev, on décide rapidement de créer 11 nouveaux villages dans le Negev. Et ces 11 villages vont être créés en une seule nuit, la nuit du Motzei Yom Kippour, à la fin du Yom Kippour, en pensant qu'à ce moment-là, les Anglais seront un petit peu moins en alerte, en pensant que les Juifs ne feront pas des villages juste Motzei Yom Kippour. Et on profitera de cette alerte minimum des Anglais pour, euh, pour construire 11 villages. Il y a des micros ouverts. Rothgold, vous avez un micro ouvert qui fait du bruit. Merci de le fermer. Euh, strictement dans les oreilles, c'est insupportable. Je m'excuse. Okay. Je m'excuse, j'ai bloqué tous les micros, mais autrement, c'était pour moi insupportable. Il faut que je remette le partage. Les inconvénients quand il faut sortir pour être host. OK. Donc, on est revenu avec nos 11 villages dans le Negev. Alors, une partie, vous les connaissez parce que leurs noms sont devenus célèbres il y a 2 mois. La carte ne montre pas. Ah, c'est la journée des problèmes. OK. Oui, ça vient. Non. Ah, bien. Donc, j'ai dit une partie de ces 11 villages, les noms sont devenus connus dans les dernières semaines. Vous voyez ici Be'eri,
et Nirim et Urim. Donc, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'enveloppe, le Hotef Haza, les villages autour de Gaza. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'au sud de Gaza, il y a un village qui s'appelle Kfar Darom, et donc qui est construit dans ce qui va être plus tard la bande de Gaza. La bande de Gaza n'existe pas à l'époque. Il y a pas d'entité politique géographique qui s'appelle la bande de Gaza. Il y a la région de Gaza. Et donc, autour de Gaza, dans le nord du Negev, on construit des villages. Et on construira donc Be'eri, Nirim, Urim, Mekfar Darom, vraiment, dans ce qui sera plus tard la bande de Gaza. Alors, qui sont ces gens qui viennent s'installer au fin fond de l'État d'Israël, dans le désert du Negev, en 1946? Ben, le village de Kfar Darom, ce sont des jeunes qui sont des sionistes religieux, du Bnei Akiva, et une partie sont même des enfants de Téhéran. Ceux qui ne se rappellent plus ce que c'est, je vous renvoie à ma conférence il y a 2 ans sur les enfants de Téhéran, donc des enfants qui ont été évacués d'Europe pendant la Shoah et qui sont arrivés via Téhéran en Eretz Israël. Et parmi eux se trouvent des jeunes qui créent ce village de Kfar Darom. La raison pour laquelle on choisit ce nom Kfar Darom, le village du Sud, c'est que dans la Gemara, on a un village qui s'appelle Darom. On sait que c'est à peu près la région où il se trouve. Il y a même un rabbin, un Tana, un rabbin de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Elazar ben Yitzhak, Ish Kfar Darom. Et donc, comme on a un village dans la Mishnah qui s'appelle Kfar Darom, on a donné ce nom Kfar Darom à ce village au sud de Gaza. OK? Et bon, ouais, on a la prochaine carte. On est maintenant, donc on se trouve à la proclamation de l'État d'Israël. Donc plutôt, on se trouve à la décision de l'ONU du plan de partage le 29 novembre 1947. Vous avez à gauche le plan de partition proposé par l'ONU. Et là, vous voyez que l'État d'Israël ne comprend pas la région de Gaza. C'est la bande orange qui se trouve en bas à gauche. Mais si vous regardez à droite l'agrandi, vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas de la bande de Gaza comme on l'appelle aujourd'hui la bande de Gaza. C'est une bande qui va depuis Rafiyah au sud, mais qui remonte jusqu'à Ashdod. Isdoud, c'est Ashdod. Elle comprend Mashdal, c'est Ashkelon. Donc Majdan, Ashkelon, toute cette région-là est donnée à l'État arabe. Par les aléas de la guerre, on va réussir à prendre une partie de cette région aux Arabes et ça va devenir partie intégrante de l'État d'Israël. Mais dans le plan de l'ONU, non seulement toute cette partie-là ne fait pas partie de l'État d'Israël, ni Ashdod, qui n'existe pas, donc Isdoud et Majdal, Ashkelon, et bien sûr Gaza, mais si vous regardez les flèches que j'ai mis, il y a même 3 villages juifs qui existent en 1947 et qui vont faire partie de l'État arabe. Nitzanim, Yad Mordechai et Kfar Darom, donc 3 kibbutzim qui sont prévus d'être dans l'État arabe. Ce n'est pas les seuls villages. Dans le plan de l'ONU autour de Jérusalem, il y a les villages du Gush Etzion qui sont entre Jérusalem et Hébron. Il y a au nord Atarot et Kfar Ivri, en Galilée aussi. Donc il y a plusieurs villages, même toute la région de Akko, Naharia. Enfin, Akko à l'époque n'est pas une ville avec une présence juive, mais Naharia est une ville juive. Les kibbutzim de Elon, Matsuva, Hanita, tous ces villages-là sont prévus d'être dans l'État arabe. Donc, consternation. Non seulement on n'a pas la région de Gaza qui est beaucoup plus grande que la bande de Gaza, mais on perd même 3 villages qui sont dans cette région parce qu'il est évident que si jamais il y a un État arabe, ce sera invivable pour des Juifs de vivre dans cet État arabe. Ils seront obligés d'évacuer. Juste en regardant l'arrière, on verra que aussi la montagne va jusqu'à Beersheba, bien plus au sud que ce que c'est aujourd'hui. Beersheba ne fait pas partie de l'État juif d'après le plan de l'ONU. Bien. Alors, Kfar Darom que vous voyez sur la carte, les Égyptiens arrivent d'Égypte, ils remontent vers Tel Aviv, ils seront arrêtés par Tsahal à Ashdod, un pont qui s'appelle, aujourd'hui on appelle le Yesher Ad Halom, c'est la gare ferroviaire de Ashdod, le pont jusque-là, parce que jusque-là sont avancés les Égyptiens. Au passage, ils ont essayé de prendre Kfar Darom, Nitzanim, Yad Mordechai, Nitzanim. Ils n'ont pas réussi. Ils ont dit, c'est pas grave, on contourne et on continue. Notre but, c'est Tel Aviv. Les petits kibbutzim, on les avalera plus tard. Et quand Tzahal va les renvoyer à la case départ, en partant au passage, ils vont détruire Nitzanim complètement. Yad Mordechai va réussir à tenir, mais Kfar Darom, qui est très peu peuplé, comme j'expliquais, ce sont une poignée de jeunes
de très jeunes gens avec un petit peu un remport du Palmar, Ben Gurion décide d'évacuer Kfar Darom, et Kfar Darom est évacué, et le lendemain de l'évacuation, les Égyptiens donnent l'assaut à Kfar Darom, et après le premier assaut, ben, ils se rendent compte qu'ils attaquent un village qui est vide, et que le village a été abandonné. Alors, ça ne les empêche pas de le détruire complètement. Excuse, ça bug nouveau, je rallume. C'est un petit peu pénible pour vous et pour moi aussi, mais c'est les problèmes de l'Internet. Il y a apparemment un problème, c'est l'hiver est de retour, et apparemment avec la pluie, il y a des problèmes de qualité d'Internet à Dolève où j'habite, et la qualité est baissée, est tombée en dessous du seuil où c'est acceptable. Euh, je suis en train d'hésiter, est-ce que je continue comme ça ou est-ce qu'on peut repousser cette conférence parce que ça devient insupportable. Moi, j'ai préparé le diaporama Bon, je vais raconter une histoire et éventuellement, je l'enregistrerai de nouveau avec les cartes que vous ne voyez pas puisque que l'Internet n'arrive pas à montrer les cartes. Je sais pas pourquoi. Bon, un autre essai, changer un peu les paramètres. Ça ne change pas grand-chose. Bien, alors on continue comme on est. Et puis, tant pis pour les diaporamas. Bien, moi je les vois, je vous raconte ce que je vois. Donc, Phare est détruit par l'artillerie égyptienne et ce village n'existe plus. Ce village se sera battu aura résisté aux Égyptiens pendant 222 jours. 222 jours, c'est depuis le début de la guerre d'indépendance, le 30 novembre 1947, jusqu'à que le village soit évacué. Et il va falloir encore une cinquantaine d'années pour que la bravoure des gens une quarantaine, pour que la bravoure des gens de Kfar Darom soit reconnue. C'est seulement en 1982, 1982 que le gouvernement israélien va décerner au village de Kfar Darom, aux survivants de Kfar Darom, le Hot Hakomomiyut, le certificat de bravoure qui a été donné aux villages qui se sont battus en 1948. Alors, Kfar Darom a été oublié et n'a pas reçu, il a fallu attendre 1982 pour qu'il reçoive. D'ailleurs, Nitsanim aussi, même chose pour Nitsanim. Pour une raison très simple, Yad Mordechai appartenait à la gauche sioniste, Nitsanim et Kfar Darom ne faisaient pas partie de la gauche sioniste. Un était un village religieux, l'autre était un village d'un autre mouvement, un autre mouvement sioniste, mais pas le Mapai de Ben Gurion. Et donc, on a oublié de leur donner le Hot Ha'atzmaut. Mais un historien, Aryeh Yitzhaki, qui a écrit un livre entier sur qu'il a appelé 222 jours de Akfar Darom, a raconté comment en fait c'est Kfar Darom qui a sauvé l'État d'Israël parce que cette défense a freiné les Égyptiens et a aidé à sauver l'État d'Israël. Le film ne marche pas puisqu'on n'a pas de film, alors je m'excuse, vous n'aurez pas de petit film sur la bataille de Kfar Darom. Et j'avance au mois de septembre 1948. En septembre 48, après que Kfar Darom a été évacué, et après la deuxième trêve, Tsahal reprend l'offensive et dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'opération Horev, Horev c'est le nom biblique du mont Sinaï, Tsahal rentre dans le Negev et dépasse en fait même la frontière internationale. On dépasse la frontière internationale, donc on pénètre dans le territoire qui n'était pas le mandat britannique, mais qui était l'Égypte, et on encercle en fait l'armée égyptienne. L'armée égyptienne qui se trouve dans la région de Gaza est maintenant dans une poche avec Israël qui l'entoure, l'encercle de tous les côtés. Ça ne va pas plaire beaucoup aux Anglais. De quel droit les Juifs maintenant envahissent l'Égypte? Et donc les Anglais vont faire un ultime... Ah. La carte est revenue, vous voyez Miftsa Yoav avec la carte, vous voyez là à gauche les flèches rouges, c'est l'avancée de Tzal, et vous voyez que Tzal rentre profondément
dans le Sinaï et l'armée égyptienne se trouve entièrement encerclée. Maintenant, ça ne plaît pas aux Anglais et les Anglais décident d'intervenir. Comment est-ce qu'ils interviennent? Ben, ils envoient une escadrille aérienne attaquer les forces israéliennes. Mal leur en pris parce que les 5 Spitfire qui arrivent, qui attaquent Israël, 3 sont abattus par l'armée de l'air israélienne. Et l'après-midi, les Anglais envoient une deuxième patrouille et encore 2 avions vont être abattus. Il y aura même 2 des pilotes anglais qui vont y laisser la vie. Alors là, les Anglais sont complètement furax. Non seulement les Juifs rentrent dans le Sinaï, mais en plus, ils abattent leurs avions de guerre. Et les Anglais annoncent que si Israël ne se retire pas immédiatement du Sinaï, l'Angleterre attaque Israël. Bon, là, pour Ben Gurion, c'est trop. On doit se mesurer avec les Jordaniens, les Égyptiens, les Syriens, les Irakiens, les Libanais, etc. On ne va pas encore se mettre à dos une superpuissance l'Angleterre. Et donc, Ben Gurion donne l'ordre de décrocher, de revenir dans les limites du mandat britannique d'avant 1948. Igalala lui dit non, ne fais pas ça, David, parce que tant qu'on reste dans le Sinaï, en fait, on encercle l'armée égyptienne, elle n'a plus de ravitaillement, et alors d'abord elle devra se rendre, ensuite on pourra entièrement la désarmer, et ça donnera une grande force de dissuasion dans les discussions qu'il y aura après, discussions politiques qu'il y aura après, mais Ben Gurion a trop peur des Anglais, et il retire Tsahal du Sinaï, et donc les Égyptiens peuvent nouveau assurer leurs arrières et retrouver leur communication, leur ligne de communication, leur ligne de ravitaillement avec la mère patrie. Mais ce qui se passe, c'est que la conséquence, c'est que les Anglais imposent à Israël et aux Égyptiens de s'asseoir ensemble pour un traité, pour signer un cessez-le-feu. Et c'est donc là que commencent les pourparlers d'après la guerre. Maintenant que la photo s'est affichée, l'image s'est affichée, je peux juste vous lire ce qui est en bas, c'est sympa. C'est que il faut se rappeler une chose, c'est que les aviateurs israéliens qui ont abattu les aviateurs anglais, c'était des aviateurs israéliens, une partie c'était des volontaires de l'étranger, une partie était d'Israël comme Ezer Weizmann, d'autres étaient des volontaires. On avait fait aussi une conférence là-dessus qui était venue au début de l'armée de l'air. Et ces pilotes-là avaient combattu dans le cadre de l'armée anglaise dans la Shoah. Donc pour eux, les pilotes anglais, c'est les copains. Et donc, ils envoient un message à la 208e escadrille anglaise, qui est l'escadrille qui a perdu ses appareils. Et le langage du télégramme est le suivant, je vous le lis. Nous nous excusons, nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé hier, mais vous étiez du mauvais côté de la frontière, parce qu'en fait, les Anglais avaient reçu ils avaient reçu un ordre très spécial de leur commandement. Vous ne traversez pas la frontière avec Israël, mais si vous la traversez, on n'a rien contre. Donc, ils ont traversé la frontière israélienne et vous étiez du mauvais côté. Mais venez maintenant, on vous invite à venir et prendre un verre au mess chez nous et vous verrez que vous connaissez beaucoup d'entre nous, puisqu'on est des anciens collègues, des anciens camarades de combat de la Seconde Guerre mondiale. Toujours est-il qu'à la suite de cette bataille aérienne, les Égyptiens et les Israéliens commencent pour parler de cessez-le-feu. Et alors, c'est maintenant là qu'on va créer la bande de Gaza, la fameuse bande de Gaza. Vous voyez là à gauche où elle est, et à droite, vous avez un agrandi. Et c'est la carte que vous connaissez aujourd'hui, qui va depuis Beth Hanoun, en passant par Gaza, Dir el-Balah, Khan Younes, et qui va jusqu'à Rafiah. Et là-bas, c'est la frontière avec l'Égypte. Donc cette bande a été décidée dans les accords de cessez-le-feu, presque comme elle est là. Il y a une petite différence, je vais tout de suite vous l'expliquer la différence. Et là, maintenant, c'est vraiment une bande, la bande de Gaza. Jusqu'à maintenant, on avait la région de Gaza. Maintenant, on peut commencer à parler de la bande de Gaza, qui a été donc cédée à l'Égypte dans le cadre des accords de cessez-le-feu de 1949. Mais ça, c'était en février-mars 1949, ce qu'on appelle les accords de Rhodes. Mais en mai, il y a nouveaux pourparlers qui s'engagent à Lausanne. Parce que à Rhodes, en février-mars, c'était des accords de cessez-le-feu. Maintenant, on veut parler d'accords de paix, des accords durables, parce qu'un cessez-le-feu, c'est momentané. Chacun dit jusqu'où il est arrivé, on, on rectifie un peu les lignes, et là, après, il faut faire des accords. Alors, on va à Lausanne pour faire des accords à long terme.
Et à Lausanne, on va nous proposer que les Égyptiens se retirent de la bande de Gaza, que toute la bande de Gaza passe sous le contrôle israélien. Ce qu'Israël doit donner en échange, c'est le port de Eilat. Alors, ça, pour Ben Gurion, il n'y a pas question. Eilat, c'est géostratégique, c'est un port sur la mer Rouge, l'océan Indien. Je rappelle qu'à l'époque, notre grand ami, ça va être la Perse, ce qui deviendra après l'Iran, la révolution islamique. Donc, tous nos approvisionnements, pétrole, tout arrive par Eilat. Et il n'est pas question de céder Eilat en contrepartie de Gaza. On aimerait bien avoir Gaza, mais on n'est pas prêt à renoncer à Eilat. La grande question, c'est pourquoi l'ONU est tellement sympa et qu'elle nous propose de dire aux Égyptiens quitter la région de Gaza et donnez-la aux Israéliens. Le but, en fait, est un but antisémite, très clair, très net. À Gaza, il y avait, avant le 29 novembre 1947, une population d'environ 80 000 personnes dans la région de Gaza, mais sont venus, à cause de la guerre, plus de 200 000 réfugiés. Et en fait, l'État d'Israël de l'époque compte 600 000 habitants. Et en offrant la région de Gaza à Israël, ce que l'idée de l'ONU, c'est que on va leur refiler 250 000 réfugiés palestiniens, arabes. Et donc d'abord, ça va être un gros problème à gérer pour Israël. Et ensuite, Israël ne va pas les laisser dans ses camps, donc ils vont leur permettre de rentrer chez eux dans les villages où ils ont été chassés. Donc c'était une façon pour l'ONU de régler le problème des réfugiés arabes, parce que si Gaza devient partie d'État Israël, ben, il n'y a pas de raison que ces gens qui ont quitté un village, disons le village de Isdoud à côté d'Ashdod, pourquoi ils devraient être réfugiés à Gaza, puisqu'ils sont en Israël, ben, ils peuvent autant retourner dans leur maison à Ashdod. Et c'était une des solutions prônées pour régler le problème des réfugiés, c'est qu'on donne Gaza à Israël, et donc tout est Israël, et donc les réfugiés peuvent rentrer chez eux un peu partout dans le sud d'Israël, de là où ils venaient avant. Donc ça, c'était le plan qui est proposé à la conférence de Lausanne à Israël. Alors, quelle est la réponse d'Israël? Alors, non, je vous nomme au gouvernement israélien, on vous propose de recevoir la région de Gaza dans l'État d'Israël, mais vous savez que vous recevez après en cadeau avec 250 000 Arabes qu'il faudra gérer quand c'est presque la moitié de la population d'Israël de l'époque. Est-ce qu'on va être pour ou est-ce qu'on va être contre? Alors le gouvernement se réunit et j'ai cherché les comptes rendus de la session du gouvernement le 4 Iyar 1949. Donc c'est la veille du premier Yom Ha'atzmaut, le 4 Iyar 1949, le gouvernement se réunit pour décider de la proposition de la conférence de paix à Lausanne. Est-ce que on prend Gaza ou est-ce qu'on ne prend pas Gaza? Alors, la conférence de Gaza en 49, je viens de le dire, et si vous regardez, donc je suis allé chercher dans les archives de l'État le compte-rendu de la conférence, et qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai affiché l'annonce que j'ai reçue parce qu'elle vaut la peine. Les serveurs qui abritent les fichiers des conférences de l'État d'Israël ont été attaqués par des hackers dans le cadre dans le cadre de cette guerre qu'on a actuellement avec nos voisins à Gaza, nos voisins au Liban, nos voisins plus loin au Yémen, etc. Il y a énormément d'attaques cybernétiques contre Israël. Et une des attaques a fait fermer le site. Donc, j'ai pas pu vous sortir le compte-rendu officiel de la réunion du 4 IA 1949, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai photographié d'un livre, donc je connais le contenu. On va voir le contenu ensemble, même si on n'a pas l'original. Ah voilà. Réunion du gouvernement la veille du Yom Ha'atzmaut. Et voilà ce que va dire. Alors, vous voyez en bas le Rosh HaMemshala David Ben Gurion qui va dire si l'ONU nous propose la région de Gaza, je l'accepte. Et si on accepte Gaza, ben, on prendra les Arabes qui vont avec aussi et on s'arrangera. Donc, pour Ben Gurion, il est clair que si l'ONU nous propose Gaza, d'abord on dit oui. Il va dire non parce que la contrepartie, c'est Elat, et ça, il ne veut pas lâcher. Mais si on nous dit prenez, parce que l'ONU est capable de nous donner la région de Gaza même sans Elat, à cause du fait que ça règle le problème des réfugiés dont l'ONU n'aurait pas à s'occuper et que ça embêterait bien l'État d'Israël. Donc Ben Gurion dit il faut. En haut à droite, vous avez Golda Meir.
si on reçoit cette proposition de prendre Gaza, et à mon avis, j'espère qu'ils vont nous le proposer, eh ben, il faut accepter. Donc, elle est tout à fait dans les lignes de Ben Gurion. Mais regardez ce que va dire Zalman Shazar, qui à l'époque est ministre des Transports et qui plus tard sera le président d'État d'Israël. J'ai souligné. Il y a beaucoup de raisons pour et contre, mais il y a une raison qui est plus forte que toutes. Si on nous propose, dans une combine quelconque, une partie du territoire de la terre d'Israël, sans qu'on ait besoin de se battre pour l'avoir, ben, il faut dire oui. Comprenez ce que dit la gauche israélienne en 1949? Gaza, ça fait partie de l'État d'Israël. Je vais vous montrer la carte que Weizmann a proposée à San Remo, la carte d'Israël. On veut les frontières bibliques avec le Golan, avec le sud Liban, avec le Gilad, avec l'est du Jourdain, avec la région de Gaza. Donc, dit Zalman Shazar, si on nous propose une partie des d'Eretz Israël, pour tout le reste, on a dû se battre. On a dû se battre pour une partie de Jérusalem, on s'est battu pour avoir la Galilée, Tel Aviv, pour tout. On a dû se battre dans tout le pays pendant un an. Si maintenant l'ONU nous donne une partie sans guerre, mais il faut l'accepter, quel qu'en soit le prix, les Arabes qui viennent avec ou pas, on accepte et on marche. Il y aura un opposant à dans le gouvernement, ça va être Moshe Charet, le ministre des Affaires étrangères, qui, lui, se pose la question des réfugiés et dit non, il n'est pas question. Euh, mais par contre, lui, il propose de donner la bande de Gaza à gérer au roi Abdallah de Jordanie. Donc, pas les Égyptiens, mais donner aux Jordaniens et en contrepartie, recevoir les rives de la mer Morte. Je rappelle que la mer Morte, depuis Jéricho jusqu'à Engedi, est en Jordanie. Or, là-bas, on avait les usines de la mer Morte, c'est important. Et donc, ce qu'il a proposé, c'était d'échanger la région de Gaza contre la région de la mer Morte. Enfin, tout ça, c'est des propositions à la conférence de Lausanne en 1949. Et finalement, ça a floppé et on est resté avec une bande de Gaza égyptienne et ça va être le cas jusqu'en 1967. Mais d'abord, on va faire un rectificatif de frontières. Un an plus tard, les Égyptiens vont demander un rectificatif de frontières qui va nous arranger. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez deux choses. D'abord, bon, vous ne le voyez pas, mais vous allez voir tout de suite. Maintenant, vous le voyez mieux. Dans la partie que vous voyez à gauche, hein, je ne sais pas, l'Internet est revenu, Dieu merci. Vous voyez à gauche la carte. Alors, vous regardez qu'au nord de la bande de Gaza, il y a une partie qui est en violet, et au sud-est, il y a une partie qui est en orange. De quoi s'agit-il? En fait, la bande de Gaza, d'après les accords, c'est la ligne qui est verte. Ça, c'était ce qui était dans les accords de cessez-le-feu. Pardon, c'est pas tout à fait comme ça. Les accords de cessez-le-feu de 1949. La partie qui est violette, elle fait partie de la bande de Gaza égyptienne. En fait, il y a ici une rivière, le Nahal Chassi, Nahal, Nahal, comment il s'appelle le Nahal? Wadi Assi. C'est la frontière entre Israël et l'Égypte. Et ici, et la bande de Gaza, en fait, c'est une bande. Comment est-ce qu'on l'a fixée? On a dit c'est très simple. On va faire une ligne droite qui va de la mer jusqu'à Niram. Et de là, on va faire une ligne qui va parallèle à la côte jusque près de Rafiah, à 3 kilomètres de la route principale. Il y a une route principale, la route Majdal, Ashkelon, à Gaza. Donc il y a la route, en Israël, ça s'appelle la route numéro 4, où on a entendu dans la nouvelle, c'est la route Salahadin, où Salah a fait un corridor de sécurité pour évacuer les Gazaïtes. Donc cette route, elle est ici, à peu près au milieu de la bande de Gaza. Elle longe la mer. Et les Égyptiens demandent qu'il y ait 3 kilomètres, que la frontière soit à 3 kilomètres de la route pour que la route ne soit pas sous le feu des fusils israéliens. Et donc la bande était une bande complètement droite, parallèle à la route. Mais Israël, il y avait des ingénieurs hydrologues, qui avaient été à l'époque, qui avaient travaillé à l'époque du mandat britannique, et qui savaient que dans le Wadi Hassi, il y a des très très grandes, une nappe d'eau phréatique très importante. Et même le Nahal lui-même, la rivière lui-même, on peut faire des barrages, et on pourra récupérer l'eau de pluie d'hiver, et avec ça, faire de l'agriculture dans toute la région de Zikim, Netiva, Asara, etc. Et donc,
ces hydrologues demandent au gouvernement israélien essayez de faire reculer les Égyptiens de 2 kilomètres pour que cette région-là, la région en violette, soit inclue dans le territoire israélien pour qu'on ait les réserves d'eau. Et quand on propose ça aux Égyptiens, les Égyptiens disent c'est génial, parce que nous, on a un problème au sud. Au sud, la route, la frontière est toute droite, et il y a un village qui s'appelle Absan, qui se trouve du côté égyptien de la bande de Gaza. Par contre, les champs que travaillent les villageois de Absan, eux, sont du côté israélien. Donc, ce que nos Égyptiens, c'est qu'on vous donne ce que vous voulez la bande au nord, et en contrepartie, vous nous donnez, on va faire l'Apsé qui est au sud de la bande de Gaza, et de cette façon-là, les champs des villages de Arza et Absan, ils vont être avec les villages. Et Israël accepte, et donc, en 1950, on fait un petit rectificatif où on reçoit le nord de la bande de Gaza, ce qui est en violet, et on donne aux Égyptiens ce qui est en orange au sud. Et là, ça reste maintenant les frontières fixes jusqu'en 1967. N'est-ce pas? Ah non. Bien sûr que non, ce ne serait pas intéressant, je n'aurais pas de quoi faire une conférence. Ce qui est intéressant, c'est une carte, ça c'est une carte qui se trouve dans un atlas scolaire. L'atlas Moshe Braver, tous ceux qui ont fait l'école en Israël connaissent cet atlas. C'est l'atlas scolaire. Mais ce que j'ai mis là, pourquoi j'ai mis cette image de la bande de Gaza d'un manuel, d'un atlas scolaire, parce que vous regardez qu'il n'y a pas marqué ici bande de Gaza. Il y a marqué Shetar Kibush Mitzri. Il y a marqué que c'est un territoire annexé, l'annexation militaire par les Égyptiens. Il est vrai, je rappelle qu'en 1947, l'ONU a parlé d'un plan de partage de la Palestine mandataire entre les Juifs et les Arabes. Un État juif, un État arabe. Les Égyptiens l'ont occupé militairement en 1948, et c'est donc un endroit qui est sous une façon militaire égyptienne. Pourquoi les Égyptiens se sont tellement entêtés à garder la bande de Gaza? Parce que ça leur permet d'avoir des troupes ici qui menacent directement Israël. C'est pas très loin de Tel Aviv, d'Ashdod. Je ne sais pas encore, mais c'est pas très loin du sud d'Israël. Et donc, ce que les Égyptiens voulaient, c'est une base militaire face à Israël. Et effectivement, ça devient une base militaire face à Israël. Alors, nous, on construit autour de la bande de Gaza, on va construire des kibbutzim, ce qu'on appelle aujourd'hui le Hotef-Aza, un nom que tout le monde connaît. Et là-bas, on construit des kibbutzim. Et là, vous voyez au kibbutz de Nahal Oz, le mariage, ça chante, ça danse, c'est le mariage d'un jeune homme et d'une jeune fille de Nahal Oz, qui s'appelle Nahor Eroi Rotenberg, et qui se marie en 1955. Et pourquoi je vous mets ce mariage en 1957 à Nahal Oz? C'est que Roy Rothberg est le Ravshat, il est le responsable de la sécurité de Nahal Oz. Et en 1956, en avril, il va faire un tour dans les champs pour vérifier que tout est calme et il va sauter sur il va être attaqué par des Arabes qui vont lui tirer dessus dans les champs du kibbutz et qui vont aussi maltraiter sa dépouille. Malheureusement, on a connu ça le 7 octobre. Ils ont kidnappé sa dépouille qu'ils ont emmenée à Gaza et ils lui ont crevé les yeux. Tellement sympathique. Hein. Ils sont tellement différents, les Arabes d'aujourd'hui, de ceux d'il y a 50 ans. Je me rappelle de la conférence, il y a 2 semaines, on avait dit qu'en 1900, les Juifs disaient il n'y a pas d'Arabes sympas en Israël comme les Arabes de Gaza. Mais à partir de 1950, ça a déjà changé. Et donc, Roy Rothberg a été assassiné, torturé et kidnappé à Gaza. Et Moshe Dayan fera un espède, fera une בוקר נרצח רוי. השקט של בוקר האביב סנוורו, ולא ראה את העורבים לנפשו על קו התלם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רוי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו, ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים, המתפללות לחולשתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקוראנו לגזרים. השכחנו זאת? הן אנו יודעים כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו,
חייבים אנו להיות בוקר וערב ומזוהים. Bon, j'arrête ce discours de Moshe Dayan, mais ça me fait la chair de poule. Parce que je sais pas ceux qui ont compris ce qu'il a dit. Il a dit, nous sommes responsables de ce qui s'est passé. Nous, l'armée, on a laissé ces jeunes face à des centaines de milliers d'Arabes sans leur donner la sécurité qu'on aurait dû leur donner. On s'est pas rendu compte des risques qu'ils encouraient. Et il va finir par quelque chose qui est devenu une phrase qui est devenue symbolique en Israël. Kavdou share Azam iktefav. Les portes de Gaza ont été plus fortes, trop lourdes pour ses épaules. C'est une allusion à l'histoire de Shimshon. Shimshon, le prophète, le juge biblique, qui avait pris les portes de Gaza sur ses épaules et avait été parti de Gaza en emmenant les portes de la ville, et finalement qui a été mis à mort qui est mort dans la prison chez les Philistins. Donc ça, c'était Roy Rothberg en 1956 avec le discours de Moshe Dayan. Mais là, on est en avril 1956. Si je vous dis avril 1956, avancez quelques avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 8 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe en novembre 1956? En novembre 1956, c'est l'affaire de Suez. La France et l'Angleterre attaquent l'Égypte, demandent à Israël de se... Ah, pardon, j'excuse. Là, donc, dans les années 50, la bande de Gaza est devenue une base d'attaque contre Israël. On a parlé de l'attaque contre Roy Rothberg, le meurtre de Roy Rothberg, mais il y a eu plein d'incursions des Fedayun. Les Égyptiens vont former des terroristes qui vont appeler les Fedayun, qui s'infiltrent dans les villages israéliens, qui assassinent des gens, qui plantent des mines, etc. Et finalement, la réponse d'Israël va être de créer une unité spéciale, l'unité 101, qui va faire des opérations derrière les lignes arabes, dans les camps de départ, les bases de départ des Fédayines et de l'armée égyptienne. Et cette unité 101 va faire une des opérations les plus célèbres, s'appelle Chetz Shachor, la flèche noire. C'est une opération dans laquelle on s'attaque à un garnison militaire à Gaza, à la gare ferroviaire de Gaza. Une opération qui a duré 2 jours, qui a laissé pas mal de soldats de Tzal aussi qui ont perdu la vie, mais qui a fait énormément de dégâts chez les Égyptiens. Et aujourd'hui, quand on se promène dans le sud, et on a un site qui s'appelle Chetz Shachor. Vous voyez ce site qui a la forme d'une flèche. Vous voyez derrière Beth Hanoun et Gaza. Là-bas, c'est Ashkelon. Là-bas, c'est un site qui est dédié au combat des parachutistes de l'unité 101 avec des stèles. Sur chaque stèle, il y a marqué l'une des opérations de l'unité 101. Et ici, il y a l'histoire de Chetz Shachor, la flèche noire, l'attaque qui est juste ici à Gaza en 1955. Donc 55, les Fedayoun, Chetz Shachor, etc. 56, le meurtre de Roy Rothberg. Et en 1956, en novembre, les Anglais et les Français décident d'attaquer l'Égypte qui a nationalisé le canal de Suez. Ils veulent récupérer le contrôle du canal de Suez et ils demandent à Israël de créer la raison de l'attaque. Ils ne peuvent pas, en pleine décolonisation, en tant que superpuissance, attaquer un pays du tiers-monde. Donc, ils vont convaincre Israël d'attaquer l'Égypte dans le Sinaï et ils viendront, eux, en renfort et ils sauteront en parachute à Port Saïd pour aider les Israéliens. Alors, cette opération se déclenche le 29 novembre 1956. Et là, ce que vous avez à droite, c'est Draf Kravi Mispar Echad, c'est l'ordre l'ordre de mission que le général en chef, Herzli Halevi, a donné à Tzal maintenant de rentrer dans Gaza. Et en parallèle, je vous ai mis le Daf Kravi Mispar Shtaim du général de l'époque qui annonce à ses forces, Daf Kravi, ouais, ça n'a pas changé. On avait Daf Kravi, Mispar Echad, Daf Kravi, Mispar Shtaim. Aujourd'hui, bien sûr, c'est avec des ordinateurs, on peut écrire plus facilement, on peut mettre des dessins, des sigles, etc. À l'époque, c'était juste inscrit. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit le commandant du front sud à ses soldats en 1949. Alors, regardons d'abord ce que dit Herzli Halevi à ses soldats maintenant en octobre 2023. Ah oui, on est proche d'un millénaire. Chayalet Sahal, soldat de Sahal. Safagnu Maka, on a pris un sale coup, mais on va se reprendre. Tzahal inatseach, Tzahal gagnera la guerre. Tzahal inatseach, Tzahal vaincra bisrout advekut bamesima, ozaruach, areut, grâce aux valeurs incroyables de bravoure, d'entraide,
Tzal Yilaser Ki Milchamtenu Tzodeket, on gagnera parce que notre guerre est juste. Tzal Yadatsav Zchut Chosno Shel Ha'am, le peuple est derrière. Nif'al Al Pi Ruach Tzal Ve'erkav, on combattra en vertu des valeurs qui guident l'armée israélienne. Blablabla. Bla, bla, bla. Regardons ce que dit un commandant il y a 75 ans. Là, à nouveau à droite, j'ai le Daf Krabi, mais à gauche, je l'ai un petit peu agrandi. Halayla Yifrotsu Korotenu Rotzot Gaza. Cette nuit, nos forces fonceront dans la bande de Gaza. Gaza, Evarchai Migoufa Shelenat Israël. Un membre à part entière de l'État d'Israël, Shenikra Mimena, qui nous a été pris. J'aimerais bien entendre Herzl Halevi dire que la bande de Gaza fait partie intégrante de l'État d'Israël, qui nous a été pris. Egrov Shaluach El Mul Amdina, c'est un point dressé contre l'État d'Israël. Bassis le Shlichei Mitzrayim Amratzrim, c'est une base de départ des assassins envoyés par l'Égypte. Merkaz Fedayoun, un centre des Fadayoun, Iyum Matmid de Bitronenu, et une menace perpétuelle pour notre sécurité. Et face à eux, Nahal Oz, Be'eri, Kisufim, Nirim, bon, tous ces villages dont on a entendu les noms les derniers temps. Mais comment est-ce qu'il finit? Lochamim, combattant. Hakuba Oyev, frappez l'ennemi. Chizru vehikubo, recommencez et frappez-le encore. Adiumugar becherev lochamei achatiba, jusqu'à qu'il soit détruit par les armes des combattants de la brigade. Kadima, en avant, la krave la nitzachon, au combat et à la victoire. On aimerait bien que Herzl Halevi ait la même combativité. Il arrange ses façons, ses soldats, ses façons. Frappez-le, détruisez-le. C'est vrai que dans les discours officiels, on détruira le Hamas, on va tout casser, on va tout détruire, mais quand on entend comment il parle aux soldats, pas trop, mollo, ne vous lâchez pas trop, il faut quand même il faut laisser quelque chose pour après, et surtout qu'on n'a pas cette reconnaissance que Gaza est une partie intégrante de l'État d'Israël. C'est par ça que commence le Daf Kravi de 1956. Et 3 jours plus tard, la bande de Gaza est devenue israélienne. Et comme c'est une partie intégrante de l'État d'Israël, ben, il est évident qu'on est là pour y rester. Et donc, quelques jours plus tard, je rappelle, la guerre a commencé le 29 novembre 1956. Le 10 décembre, c'est-à-dire même pas 2 semaines plus tard, on ouvre déjà un bureau de poste à Gaza et on fait un jour d'émission pour un timbre, le jour d'émission, la réouverture, pas l'ouverture. Israël rouvre le bureau de poste de Gaza et, Gaza, et qu'est-ce qu'on met sur cette enveloppe de premier jour d'émission qui va être chez tous les collectionneurs de timbres? Vous me rappelez, ça existait à l'époque, on collectionnait les timbres. Gaza est aujourd'hui, et a toujours été, et sera toujours Israël. Gaza était une partie du mandat britannique et a été illégalement pris d'Israël par l'Égypte. On est à la maison, on y est pour y rester. Et on a un texte de Uri Tzvi Greenberg qui a été écrit, donc c'est un publiciste, un auteur, un poète qui écrit en 1939. Il écrit ça et c'est publié à Varsovie. Il est à Varsovie en mai 39, donc quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand il s'agit d'Eretz Israël, on ne regarde pas est-ce qu'on est majoritaire, est-ce qu'on est pas majoritaire. On rentre en Eretz Israël. On a demandé le pays d'Israël. On était 600 000, il y avait 1,2 million Arabes. Alors, oui, alors on reçoit à Gaza, il y a encore 200 000 Arabes. Il y aura encore 200 000 Arabes. Le problème n'est pas le nombre. D'abord, on veut rentrer dans les frontières du pays d'Israël et on est venu pour y rester. C'est ce que dit ce timbre qui a été émis. Mais si on est venu pour y rester, ben, on va s'installer. Et alors, effectivement, le gouvernement va se réunir et le Nahal va décider de faire une Hearzut à kibbutz, un kibbutz du Nahal, à côté de Rafiach. Et vous voyez les tracteurs qui préparent les champs de Hearzut Nahal Rafiach. Vous ne connaissez pas cette histoire parce qu'elle a été classifiée. C'était secret. Quand le gouvernement prend cette décision, il ne veut pas encore la rendre publique parce que vous savez que tout de suite, il y a eu une très très grosse pression internationale. Les Russes et les Américains ont été furax contre les Français et les Anglais.
et on menaçait que s'ils ne revenaient pas à la case départ et que s'ils ne quittaient pas l'Égypte, c'était une guerre mondiale. Et donc Ben Gurion, qui est au milieu de ce foutoir entre les grandes puissances, s'intéresse à s'installer à Gaza. Il ouvre son bureau de poste. Il décide de faire des arzoyotes, mais à l'époque, c'est encore secret, on n'en parle pas. Ça reste dans le cadre de l'armée qui est au courant. Et c'est seulement 20 ans plus tard qu'on nous racontera cette histoire. Et vous voyez que dans le journal Haaretz, qui à l'époque était un journal sioniste, Hasifa, grande nouvelle, c'est découverte, chose qu'on ne savait pas, Mifal et Itnahalut, les implantations, vous savez, ces implantations que la gauche aime bien décrire. Ah, pardon, ça c'est déjà quand le Haaretz a tourné kazakh et est devenu anti-sioniste et anti-développement d'Eretz Israël. Donc il dit, les Itnahaluyot n'ont pas commencé en 67 à la guerre des 6 jours, après qu'on ait pris la Judée-Samarie, la bande de Gaza, le Golan, etc., et qu'on a commencé à parler de s'installer dans ces régions-là. Mais en fait, les Itnahaluyot, les implantations, ont commencé en 56 quand Dayan a décidé de construire un village du Nahal à Rafia. Alors, j'ai dit que c'était secret, personne n'en savait rien. Ah, l'image d'avant n'a pas marché, ok. Donc, c'est blanc, c'est secret, vous ne savez pas. Ce qui s'est passé, c'est que le Nahal Rafia n'a pas duré, n'a pas existé très longtemps. Il y avait deux Yarzouyout, deux villages devaient être créés. Rafia est le premier, le second n'a même pas eu le temps d'être créé. Et même Rafia, après 2 mois, l'ONU nous impose de nous retirer de la bande de Gaza. Et donc, ce village est démantelé. Ils avaient déjà eu le temps de planter des patates et d'avoir une première récolte. Et le secrétaire du Herzout Nahal Rafia va raconter que le jour où l'armée a envoyé des camions pour évacuer le matériel et tout ramener de l'autre côté de la bande de Gaza, de l'autre côté de la frontière, il est resté, puis ils étaient encore quelques-uns qui devaient emballer ce qui restait, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des quantités incroyables de pommes de terre qu'ils avaient plantées là-bas. Il dit, non, des œufs, pardon, énormément d'œufs, ils avaient des poulaillers. Il dit, on va pas laisser ça aux Égyptiens. On a fait la plus grande omelette que j'ai jamais vue de ma vie. Et tous ceux qui étaient là-bas se sont bourrés d'œufs pour ne pas ne rien laisser derrière eux, aux Égyptiens quand ils ont quitté Rafia. Donc, on a déjà vu que le mouvement sioniste a créé Kfar Darom, juste à côté de Gaza, en 1946. On a vu maintenant une Herzout Nahal en 1956. On a vu qu'il y a eu des discussions au gouvernement qu'il faut surtout tout faire pour avoir la bande de Gaza puisqu'elle fait partie de l'État d'Israël. Donc ça, c'était la façon de penser Gaza dans les années 50. En 1965, donc avant la guerre des 6 jours, quand Gaza est encore égyptien, on va découvrir la magnifique mosaïque à Gaza. Tout de suite, bien sûr, les archéologues vont annoncer qu'on a découvert une très belle, le très beau sol d'une église byzantine à Gaza. C'est un petit peu bizarre que dans les églises byzantines, on marque David qui fait de la harpe et qu'on le marque en hébreu. Et donc, un archéologue israélien va directement dire, mais il raconte n'importe quoi, c'est pas une église, c'est une synagogue. Michael Aviona, effectivement, 2 ans plus tard, en 67, on arrivera à Gaza, à la guerre des 6 jours, on découvrira cette mosaïque, on verra que on est effectivement sur le site d'une synagogue et pas sur le site d'une église. Donc, 1967, on retourne une troisième fois à Gaza, on y avait été en partie en 48, on y était en 56, on y retourne en 1967. Et là, vous voyez ce que le général commandant de la région sud a dit, le général Shaik Egavish a dit à Moshe Dayan, à Misrak Rabin, qui était le commandant en chef, Yikach li yomaim, j'ai besoin de 2 jours pour prendre la bande de Gaza. Si Yamnu Sham Toch Yom Bachetzi, on avait fini de prendre la bande de Gaza en 1 jour et demi. Alva y nous. Ça fait déjà maintenant 2 mois qu'on se bat à Gaza. On ne voit pas encore la fin. Parce qu'à l'époque, on savait pourquoi on se battait. On savait que c'est Israël. Et quand on se bat en sachant pourquoi, l'ennemi comprend qu'on est là parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, il lève les bras et il se rend. Aujourd'hui, malheureusement, l'ennemi nous comprend très bien. Il comprend très bien qu'on ne sait pas ce qu'on veut nous-mêmes,
On ne sait pas ce qu'on va faire de Gaza, on n'arrête pas de parler du jour d'après, qu'est-ce qu'on fera après, qu'est-ce qu'on fera avec les Arabes, et qu'est-ce qu'on fera avec Gaza, etc. Et donc, pourquoi se rendrait-il à des gens qui ne savent pas ce qu'ils font là? Quand on était convaincu que c'était chez nous, en un jour et demi, Tsahal a pris la bande de Gaza. En 56, ça avait pris 3 jours. C'est pour ça que Rabin pensait que ça prendrait 3 jours. En 56, on était moins bien équipé et ça c'est un peu plus compliqué. Là, en un jour et demi, en 67, on a pris la bande de Gaza. Alors, Lévi Eshkol, que vous voyez à gauche, qui était le Premier ministre, était familier de mots d'esprit. Et il a dit à ce moment-là, Anu rotzim rak et anidunya, bli akala. On veut juste la dot, on n'a pas besoin on veut pas la marier. En disant, on veut juste le territoire de Gaza, on veut pas les Arabes. Les Arabes, ils doivent continuer, mais on les a pas laissés partir, donc ils sont restés. On a reçu et la dot et la Kala, et la bande de Gaza a fait partie intégrante de l'État d'Israël à partir de 1967. Alors, une des premières choses qu'on va faire, ben, effectivement, c'est de reconstruire Kfar Darom. Et Arzout Kfar Darom, ou Kmar Retsouat Aza, on est encore avant toutes les décisions de refaire tous les villages, mais Kfar Darom avait existé en 1946, et donc en 48, le l'État d'Israël, et donc on reconstruit le village de Kfar Darom. Euh, à l'époque, on construit des villages euh, un petit peu partout, et il y aura un plan qui est fait par Sharon. L'image de gauche, c'est pas, c'est une carte moderne. J'ai pas trouvé de la carte du plan de Sharon. Sharon a appelé son plan Hamesh Etzbaot. Il faut faire 5 doigts de Ityashvut, 5 doigts, parce que vous comprenez que dans la bande de Gaza, il y a d'abord la région nord, avec Jebalia, Bet Hanoun, Bet Laya. Vous comprenez, c'est des noms que vous entendez à la radio. Après, il y a Gaza. Après, il y a Dir el-Balach. Après, il y a la région de Khan Younes. Et tout à fait au sud, Rafiah. Donc, ce que le plan de Sharon était, on va mettre des villages entre Bet Hanoun, Bet Laya et Aza, ici. Donc, ça coupera la région nord. Entre Gaza et Dir el-Balach, on mettra ici des villages. Entre Dir el-Balach et Khan Younes, on mettra des villages. Et entre Rafiah et nouveau. Et donc, ces villages vont couper le continuum du territoire arabe et permettront à Israël de gérer la bande de Gaza. Ça, c'était le plan. Et d'ailleurs, ça a été repris maintenant militairement. La carte gouvernance, c'est une carte militaire. Et c'est ce que Tsahal fait actuellement, les opérations de Tsahal, si vous entendez. Et l'opération à Djebalia, donc au nord de Gaza. Il y a l'opération, après, on est rentré au sud de Gaza pour entièrement couper Gaza du reste du territoire. Donc, on va commencer au nord de Gaza. Après Gaza, maintenant, on continue à se battre pour Gaza. Et maintenant, l'opération se fait à Khan Younes et il y a une percée vers Rafia. Donc c'est la même logique aujourd'hui de rentrer entre les grands blocs urbains et à partir de là, les isoler et les attaquer. À l'époque, c'était entre les grands centres urbains, pas envoyer des tanks, mais envoyer des agriculteurs qui vont faire de l'agriculture et qui vont s'installer sur le terrain. Alors là, vous avez la carte de tous les villages qu'on a construits dans cette région. Et vous voyez ce que je viens de dire. Dougit et les Sinaï, Nitzanit, au nord de la bande de Gaza, au nord de Gaza. Après, on a Netzarim, qui est entre Gaza et Dir el-Balach. On a Kfar Darom, entre Dir el-Balach et Khan Younes. Après, on a les villages entre Khan Younes et Rafiah. Ce plan-là, comme ça, de saucissonner la bande de Gaza. Et ces villages qui sont assez groupés, on les appelait le Gush Katif. Actuellement, c'est l'endroit où Tsahal a demandé aux Gazaouites de trouver refuge. Comme c'est moins construit, ça permet à Tsahal de s'occuper des zones urbaines où là-bas sont cachées les armes, etc. Euh, en 2005, on a unilatéralement quitté la bande de Gaza. Vous voyez un timbre souvenir avec le nom des villages qui ont été abandonnés, les Sinaï, Dola, Bnei Atzmon, Gadid, Gan Or, Gan Etal, Dougit, Kfar Darom, Kfar Yam, כרם עצמונה, עמורה, נווה דקלים, ניסנית, נצר חזני, נצרים, פת שדה, קטיף, רפיח ים, שירת הים, צלב et tel Katifa, avec la synagogue de Neve Dekalim, avec les rubans jaunes de la manifestation à l'époque, et avec les tomates cerises qui ont été inventées. On se rappelle toujours, les tomates cerises viennent de la bande de Gaza. Et malheureusement, dans les accords d'Oslo, on a commencé avec Gaza et Jéricho. La route vers la paix commence à Gaza. On le voit aujourd'hui, ça nous explose à la figure, cette route de la paix qui commence à Gaza.
Kfar Darom, qui était construit en 48, qui a été évacué en 48 et détruite par les Égyptiens, et reconstruite en 70, et maintenant, malheureusement, 2005 a été de nouveau a été évacuée par Israël et redétruite par les Arabes. Le symbole, bien sûr, était le dernier village qui a été détruit, le village de Netzarim, avec la synagogue, qui était très connue avec sa menorah. Et là, on voit après le démantèlement, d'après les accords, bien sûr, les Arabes s'avaient promis de garder avec respect les lieux saints juifs abandonnés. On voit comment les Arabes ont respecté le lieu saint juif. Ils ont brûlé la synagogue et l'ont détruite. Et sur ces ruines, ils ont fait un Luna Park. Voilà, cette grand roue que vous voyez photographiée il y a 3 semaines, c'est exactement l'endroit où s'élevait la synagogue de Netzarim. Ce qu'ont fait les Arabes, c'est d'abord ils ont brûlé la synagogue, après ils l'ont détruite, ils en ont fait un parc d'attractions. Et il y a 3 semaines, Tsahal est retourné là-bas et a bien sûr dynamité tout ce parc d'attractions. Et aujourd'hui, il n'y a plus que désolation, mais donc tout est prêt à reconstruire pour revenir à Gaza. Je termine cette conférence par la carte qui est à gauche. Cette carte qui est à gauche, c'est une carte qui a été dessinée par des moines dans un monastère en Allemagne au XVIe siècle. Et elle montre, elle est très spéciale, je l'aime beaucoup, quand presque tous mes groupes, je la montre, parce qu'il y a 3 continents connus à l'époque, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Il y a l'Amérique qui vient d'être découverte, donc il y a quelque chose qui s'appelle l'Amérique, on ne sait pas exactement de quoi ça a l'air. Et au centre de trois continents, il y a une ville, vous n'avez pas à lire ici, mais il est marqué Jérusalem. Jérusalem qui est le centre du monde. Alors si on avait compris que Jérusalem est le centre du monde et que le Beth Amikdash est à Jérusalem et qu'à faire de Jérusalem, on définit les distances, chaque ville elle a sa distance à Jérusalem. On est à 5 km de Jérusalem, on est à 100 km de Jérusalem, on est à 1000 km de Jérusalem. Quand on perd le repère qui est Jérusalem, alors le point de référence devient la bande de Gaza et on dit je suis à 15 secondes d'alerte de Gaza, 30 secondes d'alerte de Gaza, à 1 minute et demie d'alerte de Gaza, combien de temps j'ai pour aller courir aux abris. Voilà. Si c'est Jérusalem qui est au centre, alors c'est la Torah, la Kedusha et la paix. Yerushalayim, la ville de paix, c'est la paix qui se répand dans le monde. Si on prend plus Jérusalem comme centre du monde et qu'on laisse de côté, alors le centre du monde devient Gaza. Le monde entier s'intéresse à Gaza et on calcule les distances par rapport à la distance de Gaza et combien de temps on a pour courir à se mettre aux abris. Euh, C'était pas pour rien que j'ai fini ça. J'ai fini comme ça parce que nous, on appelle ça la Haravot Barzel, les glaives de fer. Mais les Arabes ont donné un nom à cette opération. Et eux, ils l'appellent le Maboul de El-Aqsa, le Maboul du mont du Temple, le déluge du mont du Temple. Parce qu'eux ont compris que c'est une guerre religieuse et l'enjeu n'est pas Gaza, l'enjeu c'est Jérusalem. Celui qui est à Jérusalem gère la terre d'Israël. Quand Israël comprendra que Jérusalem est juive, que le mont du Temple est juif, et qu'un juif peut prier au mont du Temple, et que c'est nous qui devons fixer les règles sur le mont du Temple, et pas le Waqf, alors on réglera aussi les problèmes de Gaza. Mais quand on comprend plus, quand on a perdu nos repères, qu'on ne sait même plus ce qu'est Jérusalem pour nous et pour le monde entier, parce que Yerushalayim, c'est qui c'est Hachem, c'est le siège de Dieu, mais c'est la maison de prière pour l'humanité. Quand Israël ne le sait plus, alors comment ne pas comprendre que le monde non plus ne sait plus et que le centre du monde devient Gaza et ses roquettes. Alors, je termine par la même photo qu'il y a 2 semaines avec ces soldats qui annoncent Chosrim Habaita, on est rentré à la maison, puisque Gaza, je vais expliquer maintenant, je pense qu'après 2 conférences, on a compris que Gaza, c'est une partie intégrale du pays d'Israël. On avait des villages du Gush Katif, et c'est de ça que ces soldats parlent. On veut revenir dans ces villages du Gush Katif, et on finit par là, cette prière que Dieu donne l'intelligence à nos dirigeants de prendre les bonnes décisions. On n'entend pas bien, Ariel.
Donc, que nos gouvernements reçoivent cette lumière du ciel, Shlach orcha v'mitecha al rasha sarav yotza v'taknem betzat tova milefanecha, qu'ils aient le bon conseil et qu'ils prennent les bonnes décisions pour Am Israël. Voilà, je coupe la conférence, on va permettre d'ouvrir le micro. Zach Ouvarou, Toda Rabba, c'était passionnant. Il y a eu quelques commentaires qui Ok, ont, j'ai vu les commentaires énorme- dans le chat, qui je ont regardais. énormément apprécié ta conférence. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. Merci bien. Toda, toda. Alors, alors, si je comprends bien, la meilleure prière qu'on peut faire, puisque j'ai souvent la cravate Prions pour la paix de Jérusalem, c'est pour Israël et pour le monde, la meilleure prière, c'est qu'Israël retrouve ses repères et qu'il Et si, remette si Jérusalem au Israël, centre. si Dieu nous a mis au centre, au centre pour donner les repères au monde, quand nous on perd nos repères, c'est le monde entier qui les perd avec. Moi, je dis toujours, je pense, tu as été plusieurs fois avec moi, hein, tu sais que je dis souvent dans les groupes que moi, pour moi, un des gros problèmes, c'est qu'Israël se positionne comme Startup Nation, comme la nation du high-tech. Et le tribunal international, il est à La Haye. Et les instances de l'ONU sont à New York. Je pense que le tribunal international et les instances de l'ONU devraient être à Jérusalem et le high-tech à Tel Aviv, pardon, à New York et en Hollande, le monde se porterait mieux. Mais bon, il y a encore un peu de chemin à faire. OK. Merci, Toda. Ça va en Suisse, là? Vous n'avez pas trop de problèmes avec. Ça bouge pas comme dans tous les pays européens? Il ne me semble pas. Mais bon, moi, je fais partie d'un stand, on va dire, sioniste, un Shabbat sur deux depuis plus de 10 ans. Moi, j'y suis. Je crois qu'il existe depuis 18 ans. Il y a eu quelques soucis. En tout cas, il y a 6 semaines, je crois, à la fin, là, on nous a piqué notre grand drapeau d'Israël. C'était un peu violent. Hum. On aurait presque pu peut-être dénoncer ça comme un acte antisémite. Bah, je comprends pas. Toi, tu râles parce qu'on prend de la police israélien, les Français ils râlent parce qu'on leur met des drapeaux sur les maisons. On leur dessine des drapeaux sur les maisons. Personne Ouais, n'est ouais, ouais. content. C'est incroyable. Quand on vous met des drapeaux, ils sont pas contents. Quand on enlève les drapeaux, pas contents non plus. C'est quoi ça? Ah ouais, ouais, ça les rend fous, hein. Ça les rend fous. Mais le gars, il était hispanophone. Je sais pas d'où il venait exactement. Il avait l'air un peu cinglé. Euh, Mais bon, ça arrive quand même assez souvent. Enfin, assez souvent. Peut-être une fois par an qu'on se fait voler le drapeau. Bon, il y a des tentatives de le faire brûler aussi. euh, Quand il y a des manifs d'extrême gauche qui passent devant, qui n'ont rien à voir, hein, qui manifestent par exemple contre la police, ils crient à mort la police, tout le monde déteste la police. Puis quand ils passent devant notre... Olivier, je m'excuse, là, je vais te couper. On peut après se parler, hein, tu as mon numéro. Je vais revenir à la conférence. Si quelqu'un a encore parlé de la conférence avant que les gens Oui, se déconnectent, c'est quelqu'un qui a encore posé une question sur la conférence. tout à fait. Il y a encore quelqu'un qui veut poser une question sur la conférence? Non, il n'y a pas. Non, je m'excuse des problèmes qu'on a eu au début avec les Porama. Tu vois, Johan, l'importance d'avoir un écran de contrôle. J'ai vu exactement au début que vous ne me voyez pas. J'ai vu quand ça bloquait, j'ai vu quand c'est revenu. Ce qui me permet de gérer ce qui se passe. Moi, j'ai pas enregistré, donc tu m'enverras ton Ah, ok. enregistrement. D'accord. Bien, alors bonsoir Yofi, tout le bah, monde. Et Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Amen. Shalom, Merci shalom. Ariel. Merci beaucoup.